Tout de suite la parole à Constance, Bien-Aimée, donc qui, je rappelle, est responsable de la communication à la Maison européenne des sciences humaines et sociales, en France, à Lille. Alors bonjour à toutes et à tous et encore un grand merci aux organisateurs de m'avoir, proposé de participer à ce webinaire. Donc pour commencer, je vais vous présenter rapidement mon parcours pour que vous sachiez, d'où je parle. Donc je suis ingénieure d'études à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société à Lille, en charge de la médiation scientifique. Ce qui signifie que j'apporte mon aide aux enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales dans la valorisation et dans la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche auprès du grand public à travers l'organisation d'événements, de formations et par le biais de financement de projets de transmission des connaissances scientifiques. Alors la première fois que j'ai entendu parler du dispositif en 2014, la boutique des sciences Hauts-de-France en était encore à sa phase de préfiguration et je dois bien dire que je n'avais alors aucune idée de ce qu'était une boutique des sciences. Donc c'est quand j'ai rejoint plus tard, son conseil scientifique et d'orientation que j'ai réellement pris la mesure du dispositif et en particulier au moment de la rédaction de la charte de la boutique des sciences. Je précise que je ne participe pas au projet soutenu par la boutique des sciences et qu'en conséquence, je n'ai pas, d'expérience en matière de recherche participative à proprement parler. Alors Martine m'a proposé de vous livrer mon ressenti, de vous faire une sorte de rapport d'étonnement sur l'appellation boutique des sciences et sur la manière de communiquer sur le dispositif. Alors pour prendre un peu de recul, puisque je ne suis pas complètement étrangère à la chose et pour élargir ce rapport d'étonnement, j'ai proposé à quelques collègues de ma structure de répondre à un petit sondage sur ce que le nom boutique des sciences leur évoque et sur ce que l'appellation ne dit pas et qui leur semblait important. Certains d'entre eux ne connaissaient pas du tout le dispositif, d'autres d'un peu loin et d'autres encore le connaissaient bien. Alors, voici les principales images mentales que les participants se font à l'évocation d'une boutique des sciences. Alors tout d'abord, une maison où on organise des expositions, où l'on peut acheter des œuvres d'art en lien avec la science, où l'on peut rencontrer des gens intéressés par la science. Ensuite, on m'a dit un organisme de vulgarisation des sciences auprès du grand public, mais sûrement pas un lieu où on fait de la recherche. Ensuite, un lieu avec des présentoirs et des objets que l'on peut acheter. Et enfin, dans le même genre, mais encore un cran au-dessus, un magasin avec des choses improbables à vendre, qui ne fait pas sérieux. D'ailleurs, je cite: «Rapprocher boutique et science est un oxymore». Voilà. Alors, si on résume à grands traits ces réponses, on s'aperçoit que le nom évoque à chaque fois un lieu, donc dans le meilleur des cas, un lieu de socialisation, de diffusion, de vulgarisation et dans le pire des cas, sans surprise, un lieu où s'opère un échange marchand. Et c'est bien là la difficulté principale du nom, ça a déjà été dit. La traduction littérale de Science Shop ne marche pas bien en français et elle aurait tendance à égarer de prime abord les publics et qu'elle cherche à atteindre. Peut-être que la traduction littérale de shop par atelier d'ailleurs aurait évité un peu cette difficulté. Mmh. Alors de ce sondage, on peut aussi retenir ce que le nom ne dit pas, alors que ce sont précisément les idées qui ont séduit les participants au sondage. Le nom ne dit pas du tout à qui le dispositif s'adresse. Il ne dit pas non plus qu'il fait le lien, qu'il est une interface, une intermédiation permettant aux associations d'accéder aux outils et aux opérateurs de la recherche et aux chercheurs de travailler avec le monde associatif. Le nom ne dit rien non plus de la philosophie de l'entité, de sa démarche qui s'appuie sur le dialogue, la co-construction, la coopération, etc. Et il ne dit rien non plus de l'objectif qu'il cherche à atteindre, à savoir l'acculturation des parties prenantes, la transformation des pratiques et la production de savoirs actionnables servant l'intérêt général. Dans la présentation du webinaire, la question du changement de nom a été évoquée et je dois dire qu'avant la réalisation de ce petit sondage, j'étais plutôt partagée. Changer de nom alors que le concept commence à être, connu, voire reconnu, notamment par les pouvoirs publics, est toujours un peu délicat, mais franchement, j'ai été étonnée de constater la puissance des fausses idées véhiculées par, le nom boutique des sciences. Mmh. Donc si le réseau a dans l'idée de relancer une nouvelle campagne de communication sur le dispositif, peut-être est-ce au contraire, le bon moment pour le faire. Dans tous les cas, j'aimerais rester encore quelques instants sur l'importance du vocabulaire employé, en vous relatant une anecdote d'une collègue qui est investie dans le champ associatif et en particulier dans celui des jardins familiaux. Le constat qu'elle fait, lorsqu'elle se présente au cours d'une discussion informelle avec des membres de cette association, c'est que certains mots qui sont liés à son environnement de travail semblent complètement faire figure de repoussoir, comme les mots chercheur, recherche, université,
comme si ces mots qui nous sont à nous si familiers et qui nous semblent neutres, qui sont neutres, créent en fait une distance avec une partie du public. Et c'est ce qui m'amène à me demander s'il ne serait pas intéressant, en vue de l'exercice proposé par les organisateurs, de réaliser un petit travail préalable qui consisterait à lister les enjeux, et par là j'entends en vérité les craintes, de chaque partie prenante d'un projet de recherche collaborative, dans l'objectif de trouver les mots les plus pertinents, capables de lever les doutes à la fois des associations, des chercheurs, des étudiants, des institutions. Par exemple, je m'appuie là sur un rapport produit par le Réseau national des maisons des sciences de l'homme en 2021 sur la recherche participative. Donc voilà une petite liste des craintes les plus courantes pour le milieu académique. Crainte de perte de scientificité, de voir la dimension militante prendre le pas sur la recherche, crainte d'une instrumentalisation de la recherche, d'une mauvaise évaluation par les pairs des savoirs coproduits et de la difficulté à leur donner un statut, etc. Donc recenser les craintes et y répondre dès la présentation du dispositif permettrait sans doute d'obtenir une communication plus transparente et plus apte à donner confiance aux participants. Donc voilà pour la partie vocabulaire. Pour ce qui concerne maintenant la communication autour du dispositif, j'avais envie de vous partager quelques pistes après avoir visité un certain nombre de sites internet de boutiques des sciences. Alors mon tour d'horizon n'est pas exhaustif, donc il se peut que certaines pistes aient déjà été explorées et dans ce cas-là, bon, ça servira au moins, de base de discussion pour la suite. J'ajoute que l'objectif de ces pistes n'est pas tant de recruter, pardon, plus d'associations, que de communiquer mieux pour éviter, les déconvenues, les déceptions, les abandons en cours de projet. Alors globalement, d'après ce que j'ai vu, les médias de communication conçus autour du dispositif sont donc le plus souvent des textes, des vidéos de présentation du dispositif, d'ailleurs certaines sont très très bien faites, et des PDF synthétisant les rendus de projet. Ces outils de communication s'adressent le plus souvent à toutes les parties prenantes simultanément et je pense qu'il y a là quelque chose à faire. Je me demande s'il ne serait pas intéressant de s'adresser aux protagonistes des projets de manière différenciée, en adaptant pardon, les éléments de langage, donc ça on en a déjà parlé, mais aussi les outils, les canaux de communication et même la voix qui porte le message. Donc je m'explique. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, par exemple, pour s'adresser au monde associatif, de concevoir de courtes vidéos autour de témoignages d'associations ayant terminé un projet? Une vidéo pardon, qui répondrait à des questions simples, directes, transparentes. Pourquoi mon asso a-t-elle fait appel à la boutique des sciences? Comment s'y est-on pris? Qu'est-ce que ça nous a réellement coûté en temps, en énergie et même en argent? Est-ce que ça a été facile de travailler avec l'université? Est-ce que j'ai dû me former? Sur quoi mon asso a-t-elle dû s'engager? Qu'est-ce qu'on y a gagné? Etc. Idem pour parler aux étudiants. Comment ai-je concilié l'écriture du rapport de stage avec celui du mémoire? Est-ce que ça m'a coûté de l'argent pour me déplacer? Qu'est-ce que j'ai appris au contact de l'association? En quoi a consisté l'accompagnement de mon directeur de recherche, etc. Voilà, ces exemples pour dire qu'avec des porte-paroles de profils différents, qu'avec une communication plus horizontale, de pair à pair, l'information circulerait peut-être encore mieux. Je pense aussi que les projets terminés représentent une véritable mine d'or d'un point de vue de la communication autour du dispositif. Alors, j'ai bien conscience qu'une fois, le projet terminé, face à la surcharge de travail de tout le monde, on a tendance à passer au projet suivant et voilà. Et je le dis d'autant plus facilement que c'est exactement ce qu'on fait aussi dans mon domaine. Mais je dirais que s'il y a bien une étape dans le processus où il faudrait pouvoir mettre du temps, c'est bien sur celle des projets rendus. Parce qu'on parle de projets d'intérêt qui ont un intérêt général. Mais combien de fois ces rendus de projets ont-ils été consultés? Et donc, est-ce qu'en l'état, ils peuvent servir à d'autres associations que celles qui apportaient le projet? Est-ce que les savoirs produits par ces projets irriguent la société civile? Le rendu de projet actuel, est fait par l'étudiant, j'entends bien, il n'est pas question de lui demander, de faire quelque chose, de plus. Alors, est-ce que des stages de médiation scientifique pourraient être fléchés sur les rendus de projet? Ou est-ce que certaines boutiques des sciences ont accès à des services de communication, prêts à donner de leur temps pour créer des médias, vidéos, design d'information, facilitation graphique et j'en passe? Bon, le faire pour chaque projet, n'est sûrement pas réaliste aujourd'hui, mais soigner le rendu d'un ou 2 projets par boutique des sciences permettrait d'assortir l'appel à projet d'exemples particulièrement soignés et parlants. Donc, en résumé, au défi de trouver un nouveau nom au dispositif, si tel était, le choix du réseau, s'ajoute, il me semble, celui d'une communication plus horizontale et plus transparente sur les problèmes fréquemment rencontrés,
ainsi que celui, et qui n'est pas des moindres, de pouvoir dégager du temps et de l'énergie sur la forme des rendus de projet et surtout sur leur dissémination. J'ai terminé. Je vous remercie.